Bonjour. Pour comprendre les réseaux électriques d'aujourd'hui, et avant même de penser à leurs évolutions futures, il est nécessaire de connaître les composants physiques qui constituent ce qu'on appelle le système électrique, et qui dépendent du réseau électrique. La fonction de ces composants est, une fois mis bout à bout, de fournir aux usagers de l'énergie électrique en réponse à leurs besoins. Il va de soi que les caractéristiques de fonctionnement de ces composants constituent une base historique et technique forte sur laquelle les fonctionnalités nouvelles des smart grids devront s'appuyer pour un déploiement à large échelle. Dans cette séquence, nous allons donc parcourir la structure actuelle du réseau électrique, des producteurs aux consommateurs, en passant par les différentes étapes de transmission de l'énergie électrique, afin d'identifier les composants majeurs et de comprendre les caractéristiques principales du réseau électrique, qui est au service de ces différents acteurs. Les premiers composants des systèmes électriques sont les générateurs. Leur rôle principal est d'injecter, via le réseau électrique, une certaine quantité de puissance active à destination des consommateurs. Cette puissance dépend des capacités des générateurs, des prévisions de consommation, de la disponibilité des ressources primaires, du coût de production et des besoins du système électrique à un instant donné. En plus de produire de la puissance active, ces générateurs ont également la capacité de produire ou de consommer de la puissance réactive en quantité réglable et de fournir encore d'autres services au système, dont les principaux seront abordés dans la séquence consacrée à la stabilité du réseau. Nous pouvons découper cette catégorie des générateurs en deux grandes familles. Tout d'abord, il y a les alternateurs directement connectés au réseau, en général au réseau de transport, et tournant à vitesse constante en régime permanent. Ces alternateurs sont également appelés machines synchrones, car leur vitesse de rotation est proportionnelle à la fréquence du réseau électrique. Comme la fréquence est identique sur l'ensemble d'un réseau électrique, tous les alternateurs qui y sont connectés tournent effectivement de manière synchronisée. C'est le cas par exemple au niveau de l'Europe, dont la fréquence du réseau électrique est de 50 Hz. Ces machines synchrones sont typiquement utilisées dans la production d'énergie par turbine à gaz ou à eau. On retrouve ces alternateurs dans les centrales nucléaires, centrales hydrauliques, à gaz, à charbon, etc. Leur durée de vie est grande, plusieurs dizaines d'années, et nécessite une maintenance suivie. Surtout, ces alternateurs présentent un élément important de la stabilité des réseaux. Nous reviendrons sur cette notion de stabilité dans une séquence ultérieure. La deuxième famille de générateurs est en général de puissance plus faible que les moyens de production précédents. En fonction de la ressource primaire, la plupart du temps d'origine renouvelable, ce type de production n'est pas forcément directement connecté au réseau, mais peut passer par l'intermédiaire de convertisseurs dits statiques, c'est-à-dire constitués de composants électroniques. Ainsi, il existe un découplage entre le moyen de production et le réseau, souvent grâce à un passage par du courant continu à l'intérieur du convertisseur. Cela permet d'envisager des vitesses de rotation variables pour les machines électriques, par exemple, pour adapter la vitesse de rotation des pales d'une éolienne à la vitesse du vent, ou même des moyens de production non liés à la conversion d'énergie électromagnétique, comme c'est le cas par exemple du photovoltaïque. Cette étape de conversion supplémentaire induit deux différences de fonctionnement importantes par rapport aux générateurs classiques, les alternateurs. Tout d'abord, l'inertie des parties tournantes n'est malheureusement plus disponible comme support naturel à la stabilité des réseaux. En revanche, l'électronique de puissance, présente dans la chaîne de conversion, propose l'avantage d'une plus grande souplesse d'utilisation et offre des possibilités de nouveaux services pour le système électrique. L'infrastructure permettant d'acheminer l'énergie produite par les générateurs vers les lieux de consommation, les charges, et le réseau électrique. Nous allons parcourir sa structure en suivant les niveaux de tension. On distingue couramment les différentes sous-parties du réseau électrique en fonction du niveau de tension utilisé. On parle ainsi par exemple du réseau HTB2, HTB1, HTA ou BT, en fonction de ces niveaux de tension. La structure du réseau change. Le réseau de transport a une structure maillée, ce qui signifie que l'électricité peut suivre différents chemins entre deux nœuds donnés du réseau, ce qui assure la continuité de l'alimentation des charges en cas de perte d'un élément du réseau, par exemple une ligne, voire plusieurs. Le réseau de distribution en moyenne tension a typiquement une structure bouclée, c'est-à-dire qu'il existe également différents chemins pour alimenter les clients, mais qu'un seul de ces chemins est utilisé à un instant donné. Les autres chemins sont normalement ouverts, grâce à un interrupteur, généralement télécommandé, et ne sont utilisés qu'en régime de secours pour réalimenter les clients après une coupure lors d'un défaut sur le chemin d'alimentation principal. Enfin, le réseau basse tension a presque toujours une topologie radiale, un seul chemin vers les charges est disponible. On voit ainsi que le choix d'une topologie de réseau correspond à un compromis entre son coût et le risque de coupure qu'elle induit pour les clients. Plus le niveau de tension est élevé, autrement dit plus le nombre de clients concernés est grand, et plus il est nécessaire et justifié économiquement d'accroître la redondance du réseau de manière à réduire le risque de coupure.
Le réseau forme un graphe où, à chaque nœud, en dehors des cas très simples, nous trouvons un poste électrique. Ils sont généralement constitués d'un ou plusieurs transformateurs et d'équipements de coupure, d'aiguillage et de protection. Les postes jouent un ou plusieurs des 3 rôles principaux suivants. Le premier est le raccordement d'un tiers au réseau électrique. Ça peut être un gros consommateur industriel ou un producteur, par exemple une centrale. Le second est l'interconnexion. Ça permet d'assurer la connexion des différentes lignes du réseau de transport qui se rejoignent au poste, tout en assurant leur protection individuelle et la possibilité de modifier la topologie du réseau. Et le dernier est la transformation de l'énergie d'un niveau de tension à un autre. À l'intérieur même des postes, de multiples fonctions sont également assurées. Il faut protéger les installations, ce qui est fait par l'intermédiaire des disjoncteurs, capables d'interrompre automatiquement le flux d'énergie électrique en cas de nécessité, notamment lors d'un défaut, mais aussi au besoin à la demande d'un opérateur. Il faut également pouvoir reconfigurer toute ou partie de l'installation, c'est-à-dire changer sa topologie. C'est le rôle des sectionneurs qui permettent l'aiguillage de l'énergie électrique, mais qui ne possèdent pas de capacité d'interruption du courant. Ceci peut être utile, par exemple, en amont de la mise hors tension d'un ouvrage et de sa consignation en vue de réaliser des travaux de réparation ou de maintenance. Et enfin, il faut parfois, mais très rarement, opérer une conversion du signal électrique, par exemple en passant du courant alternatif au courant continu ou vice-versa, exemple de la liaison d'interconnexion entre France et Angleterre. La première catégorie de postes se trouve en sortie des centrales de production. Nous trouvons là un transformateur de forte puissance dont l'objectif est d'élever la tension en sortie de générateur pour permettre son raccordement direct au réseau de transport. Par exemple, dans le cas d'une centrale de grande puissance, plusieurs centaines de mégawatts en France, la tension de sortie d'alternateur est typiquement de l'ordre de 20 kV, et il faut la monter à 400 kV. L'intérêt de cette opération étant, je vous le rappelle, de minimiser les pertes et les chutes de tension lors du transport de l'électricité sur de grandes distances. Situés dans le réseau de transport, les postes à fonction d'interconnexion comprennent un ou plusieurs points communs triphasés, appelés jeux de barres, sur lesquels différents départs de même tension peuvent être aiguillés vers les lignes, transformateurs, etc. Un poste mixte, à fonction d'interconnexion et de transformation, aura au moins 2 niveaux de tension différents, chacune avec 2 jeux de barres. Les étapes de transformation des niveaux de tension sont assurées tout au long du réseau électrique. Sur les réseaux HTB, les postes de transformation successifs livrent d'une part les très gros consommateurs, directement raccordés au réseau de transport, industriels fortement consommateurs d'énergie électrique, et d'autre part les postes sources du réseau de distribution. On retrouve des équipements communs à la plupart des types de postes de réseau de transport, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, relais de protection, mise à la terre, etc. Entre ces postes électriques du réseau de transport, il existe différentes catégories et modèles de pylônes, de lignes et de câbles. Selon les cas, on peut trouver des réseaux aériens avec des conducteurs nus, suspendus aux pylônes via des chaînes d'isolateurs, et des réseaux souterrains avec des câbles nécessairement isolés du fait de leur trop grande proximité physique. La taille et la forme des pylônes varient en fonction du niveau de tension, de la topographie des lieux et de la nature des sols, des contraintes environnementales, des zones climatiques, vent, givre, neige collante. Les pylônes maintiennent les lignes à une certaine distance du sol, de façon à assurer la sécurité des personnes et des installations situées au voisinage des lignes. Vous pouvez voir sur les illustrations différents types de pylônes couramment utilisés en fonction des niveaux de tension trouvés sur le réseau électrique. Par exemple, une ligne aérienne HTB compte en général 3 ou 6 conducteurs électriques et un câble de garde. Chaque phase est supportée par un isolateur. En aval du poste source, sur le réseau HTA, se trouve le dernier type de poste électrique appelé poste de distribution, qui nous amène à la basse tension. Le poste de distribution est principalement constitué d'un transformateur HTA-BT qui va alimenter les clients en basse tension. Sur le réseau BT, comme pour les autres niveaux de tension, un choix technico-économique soumis à des contraintes environnementales est effectué entre une alimentation par ligne aérienne ou ligne enterrée, afin d'aller vers les consommateurs d'énergie électrique finaux. Sur un réseau basse tension, un conducteur de neutre est recréé au niveau du dernier transformateur, au poste HTA-BT. Il y a donc 4 conducteurs. Les clients finaux sont raccordés par le gestionnaire de réseau entre phasés neutres ou en triphasé, en fonction de leur puissance souscrite et des besoins de l'équilibrage locaux du réseau. Le dernier maillon est constitué des consommateurs d'énergie. Il s'agit d'un assemblage multiple d'appareils et d'usagers dont le fonctionnement requiert un accès permanent ou temporaire à l'énergie électrique. Comme vous pouvez le voir sur ces données, la consommation d'énergie en France est variée, que ce soit en termes d'usagers, résidentiels, tertiaires, industriels, etc., ou si on se focalise, comme ici, sur le résidentiel en termes d'application. Ces usages de l'électricité évoluent au fil du temps et de la société, mais on pressent que cette diversité, déjà présente depuis plusieurs années, ne pourra qu'augmenter.
Les charges regroupent tout type de matériel que nous pouvons également répartir en plusieurs catégories techniques. Les machines électriques, les charges dont l'alimentation requiert de passer par une étape de conversion faite en électronique de puissance, comme par exemple les ordinateurs. Des charges résistives pures, comme les radiateurs électriques, etc. Chaque catégorie de charge va présenter des caractéristiques techniques qui vont évoluer dans le temps. En effet, leur puissance, active et réactive, consommée ou produite, varie en fonction de leurs usages d'abord, mais également de la température, qui détermine par exemple les besoins en chauffage électrique, des signaux tarifaires, de la tension du réseau, etc. En conclusion, le réseau est conçu pour mettre en relation des producteurs et des consommateurs d'énergie électrique aux caractéristiques très diverses, réparties sur des distances qui peuvent être très grandes et interconnectées à l'échelle de l'Europe. La structure du réseau, sous forme d'étages de tension ayant chacun une topologie particulière, permet d'assurer sa fonction de transport d'énergie sur de grandes distances, puis de distribution jusqu'au lieu de consommation, tout en réalisant un compromis entre maîtrise du coût du réseau et maîtrise du risque de coupure d'alimentation, et en répondant aux exigences de protection des personnes et des installations.